high fidelity. It's great. Sex. That's entertaining. Fantastic. Perfect life. Merci Philippe. Bonsoir, merci d'être presque aussi nombreux que hier soir. Donc on va pouvoir s'engueuler encore plus tranquillement. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je voudrais simplement résumer ce que nous avons fait hier soir. Résumer à ma manière, sans doute, tout le monde ne sera pas d'accord, mais il me semble que nous avons survolé et un peu exploré aussi un certain sujet, un certain nom, une certaine assignation qui était l'autisme. Il y a peu de chances pour qu'on y revienne dans les jours qui nous restent, mais je tiens à vous signaler sur ce thème de l'autisme un article de Marie-Odile Suppligeot que vous avez entendu hier soir et que vous entendrez ce soir aussi, qui s'appelle « L'autiste au pays des transgressions, chienne de filiation ». Je vous conseille ardemment cet article tout à fait intéressant sur ce thème. Ce premier débat pour nous a, je crois, évoqué des controverses et je voudrais les résumer comme ça. D'abord une controverse très éprouvante que Marie-Odile d'ailleurs a été la première à signaler, c'est-à-dire pourquoi ne pas se débarrasser de ces fous qui nous embarrassent. Drôle de controverse. Une autre controverse que nous avons évoquée est beaucoup plus récente et peut-être plus légère, quoique, je ne sais pas. C'est le clivage apparemment grandissant entre les parents de patients et les experts, disons, médico-légaux, pour les résumer comme ça. Et enfin, une troisième controverse qui serait plus intemporelle, que nous avons à peine effleurée, mais qui va peut-être nous occuper aussi pendant les jours suivants, c'est comment faire pour que l'institué ne cesse pas d'être instituant. C'est-à-dire, pour le dire de façon paradoxale, comment faire pour que la routine demeure inventive. C'est un gros problème, bien sûr. Alors les films qu'on va voir ce soir, puisqu'il y en a deux, vous savez, qui sont des courts-métrages de 30 et 60 minutes, vont toucher à deux points du problème institutionnel, disons, en gros. Je précise que le film annoncé sur le programme Hors de ma bulle sera remplacé par un autre qui s'appelle Un pas de côté. C'est une demande de Madame Fernandez, qui est la principale intéressée et qui préfère de beaucoup ce film, et on est tout à fait d'accord avec elle. Donc vous verrez Un pas de côté plutôt que Hors de ma bulle, mais tous ces films sont là et ils sont à votre disposition. Donc ces deux films, à mon avis, vont toucher à deux bouts, disons, de la question institutionnelle. La première, donc, avec le film de Madame Fernandez, l'expérimentation en milieu hospitalier, l'expérimentation de pratiques non hospitalières, c'est-à-dire extérieures aux soins, disons, purement médicales. Et d'autre part, avec le film de Philippe Borel, qui sera là aussi, qui est là déjà, l'emprise, disons, politique ou économique, enfin de la volonté politique ou de la contrainte économique, selon les points de vue, sur l'institution psychiatrique. Voilà, on va donc traiter ces deux problèmes, je crois. Bien entendu, le micro, hélas, tout seul, se baladera dans la salle. Et merci d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Merci et bonne projection. Voilà, ça n'a pas marché.
Et du coup, vous avez eu des mots manquants. Mais je pense que vous avez quand même compris l'essentiel. Et désolé pour la répétition du début, mais bon, voilà. Non, mais tu sais qu'on risque de rencontrer un problème de santé mentale avec cette honte-là d'avoir présenté ce film. Bon, vous vous asseyez, messieurs, dames. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que le film a plombé l'atmosphère. Non ? Laisse-nous un peu de temps. Faut le digérer. Mais il date un peu, hein. Je l'ai tourné en 2009. On est déjà en 2014, il est sorti en 2010. C'est encore pire maintenant. Je croyais qu'il y avait une alternance. Bon, finalement, on a retrouvé un problème que je croyais qu'on avait Marie-Odile avait soulevé hier soir, mais cette fois-ci, il est bien posé. Voilà, on va s'en débarrasser, bordel. Il commence à nous faire chier, tous ces gens qui sont malades. Il n'y a plus de maladie. Bon, je vous laisse la parole. Peut-être, Philippe, tu veux intervenir d'abord ou tu préfères laisser la parole à d'autres? Moi, j'aime bien parce que moi, je connaissais rien à la psychiatrie juste avant de démarrer ce film. Et j'aime bien justement aborder les sujets en non spécialiste comme un téléspectateur moyen. Enfin, voilà. Et je suis un passeur, c'est-à-dire que je vais m'immerger dans un sujet, essayer d'en dégager les lignes de force, les enjeux, et puis le rendre accessible à tous. Et donc comme ça, façon Pulse, réunir des pièces comme ça, disparates, et en les assemblant, en créant du contraste, parfois à la limite de la caricature, j'en conviens, ou du manichéisme, j'en conviens. En tout cas, essayer de dégager une image forte qui fasse sens, qui interpelle et qui fasse réfléchir et qui provoque surtout ce qui doit se passer maintenant, c'est-à-dire la discussion, l'émergence d'une parole qui est l'essentiel en fait. Moi, j'ai aucune parole en tant qu'expert, je ne suis pas expert, c'est plutôt à vous, dans la salle, de réagir au film et de poser des questions ou de donner vos réflexions, voilà. Voilà. Donc il y a un micro qui circule. Si vous levez la main, voilà, c'est déjà fait. Et après, on se présentera, parce qu'on a débattu tout à l'heure, savoir qui était à cette table, etc. Est-ce que vous devez vous l'affliger dès le départ? À la limite, qui parle au moment où il parle dira qui il est, d'où il parle. Voilà, ça sera une question évacuée comme ça. Il faut le marquer. On a changé les piles, ça devrait mieux marcher. Si vous avez d'autres questions, on peut aussi les accumuler les unes derrière les autres et puis on répondra après. Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais d'abord vous dire que les deux films étaient extraordinaires. Oui, c'est vrai que le premier était vraiment d'une grande tendresse et c'était vraiment très beau à voir. Moi, je ne fais pas partie du monde psychiatrique. Je suis une téléspectatrice lambda. Et je voulais dire aussi, vous parliez de tuer tout à l'heure, mais pourquoi tuerait-on pas ces gens qui se réunissent pour nous expliquer comment il faut faire pour nous et nos enfants et nos petits-enfants? Plutôt que de tuer les fous, pourquoi ne pas tuer ceux qui pensent que les fous sont... Voilà. Moi, peut-être que c'est radical. Oui, c'est un peu radical. Oui, mais je suis d'accord, mais on parlait de tuer les fous, donc hier, hein, on parlait de tuer les fous. Donc, non, quand ils sont dangereux, Et finalement, la dangerosité, elle n'est pas forcément là où on nous dit qu'elle est. C'est ça que vous dites. C'est ça, oui. C'est ça que je veux dire, oui, tout à fait. Bon, après, je m'excuse, hein, ce que j'ai dit, c'est une grosse horreur, mais... on est là pour ça. Voilà, absolument. C'était vraiment... il fallait que je le dise, quoi. C'était vraiment trop fort. Et c'est vrai que après avoir regardé le deuxième film, moi je suis très en colère. Je suis en colère. Mais vraiment. Je suis en colère et j'ai déjà participé à un nombre de choses où les gens, enfin les bien-pensants, les têtes bien-pensantes avaient défini qu'on avait repéré un enfant de moins de 7 ans, on savait déjà ce qu'il allait devenir et il fallait absolument faire ce qu'il fallait pour lui, le pauvre. Comme si à 7 ans, tout était terminé, tout était classé et que c'était devenu quelqu'un de pas bien hein, pour la suite. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Oui, ici.
Pendant ce temps, moi, je pourrais demander à Monsieur Fleuret, parce que vous êtes un nouvel intervenant, vous venez de dire que c'est pire encore aujourd'hui. Vous pouvez rapidement nous dire ce que vous voulez dire, sans trop nous enfoncer dans le pessimisme le plus noir. Il n'y a pas de raison. De toute façon, le pessimisme, il est collectif déjà depuis pas mal de temps. Alors oui, je suis psychiatre et j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, même 40 ans, dans ce qu'on appelait la psychothérapie institutionnelle. En fait, tout ce que vous avez vu là, tout ce qui est de l'ordre de l'humanisation de la psychiatrie, c'est-à-dire en fait, non pas travailler un versant de ce qu'on appelle en psychiatrie la folie. La folie, il y a deux versants, il y a deux éléments importants qui sont indissociables. C'est l'aliénation par maladie mentale, c'est la psychopathologie, la maladie elle-même, et l'aliénation sociale, c'est-à-dire tout ce qui nous relie socialement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux aspects importants de notre existence. On a un fonctionnement psychique, et on est dans un fonctionnement social, et on essaie de s'intégrer dans le fonctionnement social. Alors, c'est pas la société qui rend forcément fou, puisque on a bien vu qu'avant, il y avait les mêmes problèmes, les mêmes maladies, mais d'un seul coup, on se suicide au travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème qui est plutôt de l'ordre social. Les pathologies, elles sont sous-jacentes, elles sont traitées autrement. Et puis, ce qui m'ennuie beaucoup dans ce qu'on appelle les traitements en psychiatrie. On a l'impression que les traitements en psychiatrie, c'est de la chimie, c'est de la chirurgie. C'est-à-dire, on va traiter les gens en leur enlevant quelque chose, un bout de cerveau, ou leur enlever quelque chose qui gêne. Alors, qui gêne qui ? La problématique, c'est qu'est-ce qui gêne ? Est-ce que ça gêne la personne elle-même ? Parce que quand on est malade, le premier intéressé, c'est quand même le malade. Ou c'est l'autre. L'autre, c'est-à-dire le commun, l'ensemble. Est-ce que c'est le voisin qui gêne quand je suis malade ? Ou c'est moi qui gêne le voisin parce que je suis malade ? Alors, où ça se situe, justement ? Eh bien, la prise en soin, je dis bien la prise en soin en psychiatrie, doit tenir compte de ces deux facteurs, autant le facteur psychique, pathologique s'il existe, que social. Parce que vous savez, on a beau parler du travail, mais j'ai quand même, quand je dis c'est pire, vous avez remarqué la courbe du chômage, là ? Hein, elle descend tous les jours. On est vraiment content. Même les gens qui ne se disent pas malades, ils ne peuvent pas aller travailler. Enfin si, ils travaillent tous. Là aussi, il y a un problème. Il y a des sémantiques, là, et des glissements sémantiques. Le travail, là, vous êtes en train tous de travailler. Mais vous êtes courageux, hein, parce que toute cette énergie de travail, là, vous cherchez à comprendre ce que je dis. Ça, c'est un énorme travail. Mais vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas payé pour venir là. Vous n'êtes pas employé. Vous n'êtes pas employé. Ils ont même payé, les gens, pour être là. Hein. Donc, il y a quelque chose, ils payent pour travailler. Eh bien, le travail, on confond le travail et l'emploi. L'emploi, c'est la façon dont on va utiliser le travail des gens. Et alors, la façon de l'utiliser, ça, c'est social. Parce que le jardinier, employé à la ville, à Bergerac, il va planter ses petites pensées dans le cadre de son emploi. Et puis, chez lui, il va rentrer, petit loisir, qu'est-ce qu'il va faire ? Du jardinage. Il va planter les mêmes pensées, mais dans son jardin. Où est-ce qu'il travaille ? Question fondamentale. Alors si en plus il a des idées farfelues et qu'il plante les pensées d'une certaine façon dans un endroit ou dans l'autre, eh ben ça va pas être pareil en plus, ça va être gênant. Dans un endroit ça va pas gêner, dans l'autre endroit ça va gêner. Pourquoi ? Voilà. Je vous laisse penser à tout ça. C'est pas une réponse, c'est une ouverture. Et je dis que c'est grave, ça s'aggrave, parce que justement, il y a des confusions complètes entre le soin psychiatrique, c'est-à-dire on s'adresse à des gens qui sont en souffrance, et des gens qui sont, on pourrait dire, normopathes, quoi, normalement malades, hein, supportables, les souffrances supportables. On les mélange et on dit, eh ben voilà, maintenant, il faut que tout le monde soit heureux. L'utopie complète. Vous avez tous d'être dans le bonheur. Grâce aux neurosciences, grâce aux médicaments, grâce à toute la chirurgie, la science. La science, nouveau Dieu,
de la psychiatrie. D'accord. Et la consommation qui va avec, bien sûr, parce que il y a pas la science est forcément liée à la consommation. Parce que les chercheurs, les vrais chercheurs, ils cherchent mais ils savent pas quoi. Okay. Les plus grandes découvertes ont été faites à l'insu, je crois, des chercheurs. C'est-à-dire que la pénicilline, oui, on l'a utilisée, c'est une découverte, oui, c'est un travail qui a été fait, mais c'est une rencontre, c'est une perception d'un phénomène. Mais il ne cherchait pas la pénicilline quand il l'a trouvée pour un soin antibiotique. C'était autre chose. Et puis plein d'autres découvertes qui ont été faites comme ça. La maladie du diabète, vous savez comment ça a été découvert ? Il y a un type qui pisse par terre, puis il y a le médecin qui est à côté qui regarde, puis il voit des fourmis qui sont attirées. Tiens, c'est bizarre. Il goûte et c'est sucré. Ah tiens, là c'est bizarre. Et là se lance un processus de compréhension. Là c'est la science, oui, si on veut. C'est une forme de science. Mais on part aujourd'hui de la théorie pour aboutir à une pratique, la plupart du temps. On théorise et après on met en pratique. Or, moi je serais plutôt... tout ce que je vous raconte, c'est un avis qui n'est que le mien. Hein. Ça n'a pas de portée générale. Ça peut en avoir une, mais ça serait bien. Mais, ce qui est intéressant, c'est que on puisse justement avoir du pratico-théorique. C'est-à-dire on part de la pratique et en habiter. On va dans une théorisation qui sera toujours remise en question. D'accord, merci. On va peut-être passer à la question qui est là. Allô ? Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur les films eux-mêmes. J'ai trouvé le film sur la danse absolument remarquable. Et je l'ai trouvé en très grande cohérence avec ce qu'on a vu hier sur l'autisme. À savoir que ce qui a été défini comme autisme, l'autisme, ce serait l'absence de lien. C'est pas la perte du lien, c'est l'absence du lien. Et on voit comment ce qui s'est pratiqué avec les enfants, les jeunes autistes, et puis avec des adolescents, c'est le même travail, corps à corps. C'est-à-dire une façon de passer physiquement. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la sexualité, c'est très bien montré dans le film. Voilà, je pense que là, c'était très bien pour le film. Le deuxième film est remarquable. Ça a été pour moi un peu... D'avoir les deux en même temps, j'ai trouvé ça un peu trop. Non, parce que le film sur la danse m'a paru... Bon. Moi, je voudrais revenir sur l'autisme. Et sur les mots, maintenant. Vous avez expliqué beaucoup de choses, mais je voudrais revenir sur certaines choses. On dit folie, on dit fou, on dit handicapés mentaux, on dit maladie mentale. Ça fait quand même une sacrée... Et on hésite. À la limite, qu'on traite les fous, qu'il n'y ait plus de fous, c'est comme pour le prolétariat. Hein. L'abolition du prolétariat. Mais la folie, ça existe. Le travail, pas l'emploi, ça existe, etc., etc. Voilà, mais moi j'aimerais bien qu'on arrive un peu, si vous voulez, à revenir sur l'autisme. Parce que je crois que l'autisme, c'est d'extraordinaire. Disons que c'est la folie originaire et c'est l'origine de la folie. Je crois que ça apprend beaucoup de choses sur la folie elle-même. Bon, je ne suis pas psychiatre, hein, mais dans le problème de la relation, du rapport à l'autre. Comme je pense aussi que, je m'excuse, hein, ça fait partie un peu, enfin, ça référence à l'édition d'hier, comme je pense que si on veut comprendre la folie, il y a une notion, c'est l'inconscient. Si on parle de folie sans parler d'inconscient, je crois qu'on, je sais pas, on va arriver à des facultés déficientes, handicapés mentaux, hein. Rien à voir avec la souffrance, hein, c'est pas la même question. Voilà, j'ai terminé. Hein. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Nicolas aussi, pardon. C'est où? Non, dans le même ordre d'idée, j'aimerais demander à Anna Maria qu'est-ce qui l'a amené, c'est ici, en face. J'aimerais demander à Anna Maria ce qui l'a amené de la danse à la pratique de cet art au soin et au contact avec ses enfants. Et voilà, l'évolution peut-être de sa pratique vis-à-vis de ça. En fait, ce qui m'a amenée, c'est la danse en elle-même. Donc, je suis brésilienne et toute ma formation, une formation d'une danseuse normale, donc des cours de danse classique, des cours de danse contemporaine et puis beaucoup de codes
beaucoup de réussite. Et puis, on se mesure les uns par rapport aux autres tout le temps. On rentre dans une nouvelle salle, on se regarde déjà physiquement, comment on est, si on a plus de ventre, plus de fesses, moins de ventre, où c'est qu'on soulève la jambe, jusqu'où on soulève la jambe, combien de pirouettes on arrive à faire. Et donc, tout mon parcours était comme ça. Et donc, moi, j'arrivais même, enfin, pour moi-même, c'était excluant, parce que j'arrivais pas à mettre ma jambe là, et j'arrivais pas à faire 5 pirouettes, et puis jamais été toute mince. Et donc, du coup, je commençais à questionner les codes normatifs de la danse, qui était la pratique, qui était la chose à laquelle j'ai m'attaché le plus. Et c'est là. Et donc là, je commençais à travailler avec des enfants aveugles. Et ce qui m'intéressait, c'était cette non-représentation de la danse, enfin celle qu'on a, ces corps, et puis ces codes du corps, donc du corps et du mouvement. Donc voilà, premier pas, et puis après, en arrivant en France, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui s'appelle Chantal Sergent, avec qui j'ai fait beaucoup de formations, et puis aujourd'hui, on travaille ensemble. Et du coup, ces questionnements-là de la danse, de ces codes, et qu'est-ce que fait qu'une danse qu'est-ce que fait qu'on peut danser avec tout le monde, quoi. Quelle est cette ouverture de la danse? Qu'est-ce qu'elle permet d'ouverture, et à quel endroit elle s'enferme en elle-même? Vous avez évoqué le problème de... Ça va venir. Puisque vous avez évoqué le problème de travailler avec des enfants aveugles, est-ce qu'il y a un rapport entre travailler avec des enfants aveugles et puis les faire danser dans leur tête, ceux-là? Je crois que tout a un rapport. Pour moi, le travail que j'ai fait, avec des personnes donc dites en situation de handicap ou dites malades, ce travail-là m'a amené à l'essence même de la danse. J'ai trouvé, ce sont mes meilleurs maîtres, vraiment. J'ai trouvé des éléments essentiels. Et du coup, c'est absolument la même chose, enfin, c'est la même essence que je trouve en travaillant avec des jeunes autistes, avec des personnes aveugles, ou avec des danseurs professionnels, avec des comédiens. Et il y a quelque chose, un socle que j'ai trouvé, comme si on essorait une serviette, et on enlève, et on enlève, et il reste quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. Voilà. Oui, d'ailleurs, on voit dans le film, il me semble que tu te laisses guider par les doigts, les gestes, enfin les têtes. Alors, notre autre intervenant un peu nouveau, c'est Nicolas Prignot, qui, je crois, a une position un peu personnelle sur ces films. Oui, bonsoir. Oui, je voulais rebondir sur le film d'Anna Maria, parce que donc j'avais pas vu ce film-là, puisque j'avais visionné l'autre. Donc je trouve qu'effectivement, il est très très beau, celui-là. C'est un très très beau travail. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Je fais un petit détour. Les philosophes font toujours plein de détours, mais ça m'a fait penser à l'histoire que raconte un anthropologue sud-américain qui s'appelle Viveros de Castro. Et il raconte donc une histoire qui a lieu lors de, vous appelez ça la découverte entre guillemets de l'Amérique, ou le début de la colonisation des États-Unis par les Occidentaux, enfin par les Européens. Et donc les Portugais, les Espagnols, les conquistadors arrivent en Amérique du Sud, et il y a de nombreux débats à l'époque pour savoir finalement si les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens à l'époque, ont une âme. Donc c'est toute une question pour savoir s'ils ont une âme ou pas. Donc il y a des débats, il y a des encycliques, on en ramène certains en Europe pour les questionner. Est-ce qu'ils peuvent apprendre notre langage, etc., etc. Et ce qu'on ne sait pas, c'est ce que Viveros de Castro raconte, c'est que les Sud-Américains, ils capturaient des conquistadors aussi, ils étaient aussi très curieux. Et en fait, ils étaient très curieux, et ils les brûlaient, ils les mettaient dans l'eau bouillante, etc. Et non pas pour savoir s'ils avaient une âme, parce que c'était pas du tout leur question, mais ils voulaient savoir s'ils avaient un corps. Parce qu'ils voulaient savoir si les envahisseurs qui venaient sur des bateaux magiques, etc., est-ce que c'était des démons, est-ce que c'était des djinns, est-ce que c'était aussi des humains, ou est-ce que c'était quel genre d'animaux c'était, etc. Donc il dit pourquoi est-ce que c'était ça, parce que, alors la question de l'esprit, ça les tracassait pas du tout. La question de l'âme ne les importait pas, ne leur importait pas, parce que pour eux,
tous les animaux déploient un monde qui leur est propre sur un certain mode, mais à cause de leur corps. Et donc c'est dans le corps qu'est pliée une manière d'être au monde et d'être... donc il dit par exemple, voilà, le guépard aime le sang comme nous aimons la bière, par exemple. Donc ça c'est... Voilà. Et donc quand un guépard voit un humain, il voit une bouteille de bière, enfin un récipient d'alcool, voilà, il voit une bouteille de sang, enfin il voit un humain, donc c'est une bouteille de sang. Comme nous, on voit une bouteille de bière, on a envie de la boire. Bon, voilà. Plus ou moins. Ou du vin, pardon, excusez-moi. Moi, je suis belge, alors c'est la bière. Ça, les rapports de corps. Et donc, voilà, enfin, bref, donc, ça, c'était, pour moi, effectivement, bon, alors, symptômes et corps, c'est évidemment très, très lié, mais je trouvais que dans le film, ce qui ressortait très très fort et dans les rapports qui passent par le corps, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on déplie dans un corps et qu'est-ce qu'on chez un autiste, si on peut, on pourrait poursuivre si on était des psys sud-américains qui avaient hérité de cette histoire-là, on se demanderait quel genre de corps ont les autistes, c'est-à-dire aussi quel rapport à leur propre corps ils ont et c'est quoi danser. Enfin, c'est parce que c'était ça que je trouvais qui était très beau, c'était qu'Anna Maria essaie de fabriquer des rapports de danse avec des petits gestes des autistes, comme si elle arrivait à percevoir, à déplier le point de vue de l'autisme à travers les rapports de corps qu'il fabrique. Et donc je trouvais que c'était magnifique. C'est pas vraiment une question, mais voilà. Oui, d'autres questions? Oui. Bonjour, c'était une question également qui s'adressait à Madame Fernandez. Je trouve qu'il y a une phrase qui résume le documentaire et qui est absolument magnifique. C'est quand une des personnes interviewées dit que vous faites du symptôme de chacune des personnes avec lesquelles vous avez travaillé un mouvement de danse. Et ce que j'aurais voulu savoir, parce que je trouve qu'on voit très très bien, et dans les silences, dans les mouvements des corps, sur les visages de ces personnes, combien vous avez dû leur apporter elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, qu'est-ce que vous avez appris d'elles? J'apprends toujours énormément de choses. Alors, je peux passer 5 jours, 24 heures à dire tout ce que j'apprends parce que c'est pas fini. Il y a énormément de choses. Je crois que pour moi, actuellement, en tout cas, une des choses à laquelle je m'attache le plus, c'est essayer de lâcher davantage mes désirs. Mes vouloirs, et on a tout le temps des désirs, et tout le temps ils sont là, ça fait partie de nous, et comment faire que ces désirs-là ils soient plutôt vecteurs respectueux de la personne qui est là face à moi, et qui ne soient pas seulement à l'intérieur de ma petite envie là, de danseuse là, avec mon petit ego là, qui fait que j'ai réussi, enfin, ne pas être attaché à la réussite, réussir à quelque chose, et puis même avec des beaux discours, dans le jour à jour, on peut être pris par ça, de réussir. Par exemple, enfin, je racontais une histoire qui parle de ça, qui montre bien ça. C'est avec une jeune qui s'appelle Céline, qui aujourd'hui a 15 ans, mais il y a 3 ans, on a eu un petit moment de danse qui m'a beaucoup apporté. Donc Céline, c'est quelqu'un qui choisit vraiment avec qui elle va danser, et ça déjà c'est génial. Et donc moi j'étais pas celle qu'elle choisissait. Enfin, déjà c'est génial, c'est un bon cadeau pour l'ego. Et puis un jour elle danse avec moi. Et donc j'étais toute contente, et donc elle joue avec le déséquilibre, elle aime beaucoup son équilibre, c'est dans le jeu du déséquilibre, et donc elle monte, elle grimpe sur mon corps, elle grimpe, et donc on est là, et puis donc Céline elle est là, et donc on est ensemble, et avec moi en tout petits pas, en faisant hyper attention, parce que danser avec elle c'est comme si on marchait sur des œufs posés sur des verres de cristal. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'envie de la danseuse de dire, bon voilà, elle est là, presque au sommet de la montagne, allons-y jusqu'au sommet de la montagne. Et donc, je fais un mouvement, mais c'est une seconde, mais je fais un mouvement dans lequel je m'étais détachée d'elle, où j'étais toute seule, dans cette envie de... Et à ce moment-là, elle est partie.
Voilà, donc c'est super. Je dis merci, merci. Et donc c'est ça, c'est tous les jours. Donc de lâcher ses envies, ses désirs, d'accepter aussi qu'il n'y a pas une chose qui soit chronologique dans le temps, que ça soit pas ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, on puisse lâcher le lendemain. Ça, c'est un apprentissage de danseuse pour moi, dans ma pratique, dans mon esthétique. Je travaille beaucoup avec l'improvisation, donc dans l'esthétique, mais humainement aussi. Merci. Oui, dans un monde où on nous dit qu'il faut beaucoup laisser être, se laisser être, tu prouves qu'il faut aussi se laisser avoir. Ça, c'est vachement bien, quoi. Il faut beaucoup se laisser avoir. Est-ce qu'on peut faire un peu de politique? Pardon? Oui, il y a la présidente qui m'interrompt. Qu'est-ce que c'est, la présidente? Non. Est-ce qu'on peut faire un peu de politique, c'est-à-dire quand même dire un mot du sujet que Philippe Borel montre un peu à l'horizon de son film, c'est-à-dire quand même ça va pas bien. Enfin quoi, il y a des tas de trucs qui déconnent, quoi. Hein. Madame fondamentale là, elle me fait très peur, quoi. Alors qu'elle est psy et tout ça. Enfin bon, je sais pas, mais enfin elle est au Sénat, elle est. Elles sont plusieurs. Hein. Il y a Marion Le Boyer qui en fait partie aussi, qui est psychiatre, généticienne. Oui. Donc ça fout la trouille. Covès aussi, elles sont trois dans le film. Okay. Même si Covès n'appartient pas à Fondamental, mais c'est la même logique qui est à l'œuvre, oui. Peut-être qu'Anne Kérien, qui est sociologue de ce genre de choses, elle le... Moi, je voudrais dire qu'il me semble que le film montre très bien que l'argument que ça coûterait moins cher est faux. Hein, parce que, par exemple, ce qu'on nous montre là, l'hôpital super sophistiqué, fondamental d'ailleurs soi-même, etc., enfin, toutes ces nouvelles organisations de privatisation du service public coûtent en fait plus cher que les services publics qu'elles ont privatisés. C'est un des problèmes d'ailleurs. Par exemple, il y a des organisations, des ONG, organisations non gouvernementales, le cœur sur la main, bon, tout le monde est persuadé. Et puis quand on fait les comptes concrets, l'essentiel du fric récolté va à un appareil bureaucratique et pas du tout à l'action en question. Donc je crois que là, c'est un avantage du film, c'est que vraiment, il me semble que ça casse cet argument qui est ressassé en permanence. L'autre chose que je voudrais dire, moi, c'est qu'apparaît dans le film, à Reims, chez Chemla, quelque chose qui est une nouveauté des 20 dernières années, à mon avis, ou des 30 dernières années, qu'est ce qu'on appelle les appartements thérapeutiques. C'est-à-dire que... donc il y avait les hôpitaux psychiatriques, on les a ouverts, on a sorti les gens, etc. Et en fait, il y a une revue du milieu qui s'appelle Rhizome, qui fait son dernier numéro là-dessus sur l'accompagnement par le logement, et qui dit qu'il y a un plan qui dit que, au fond, pour certains soignants en psychiatrie, la première chose, c'est de fournir un appartement. Bon, et il y a des associations qui se dévouent à ça. Hein. Mais il se trouve qu'il y en a une dans mon quartier, donc à Paris, j'habite dans le 14e arrondissement, des militants d'une association locale qui s'appelle Urbanisme et Démocratie ont créé une pension de famille pour des gens sortant de la rue, pour 21 personnes, qui est co-gérée avec l'association Urbanisme et Démocratie, donc des habitants dont je fais partie, donc on voit un peu ce qui se passe, et on voit que, en fait, la préoccupation de la folie qui a pu mettre les personnes en question dans la rue, eh bien, elle disparaît complètement avec la satisfaction du besoin social. Comme moi, j'ai dit là, à l'Assemblée générale, bon, mais il me semble que plusieurs personnes qui sont là, il faudrait se poser la question de consulter en psychiatrie pour les aider. Ah non, c'est des pauvres, c'est pas des fous. Hein. Et là, il y a un espèce d'échec qu'on voit aussi en Italie. Bon, en Italie, il y a eu Franco Basaglia, qui a été un des grands psychiatres, donc justement de l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, la suppression des hôpitaux psychiatriques fermés. Et dans la ville, ils ont fait des centres sociaux d'accueil
qui se voulaient très ouverts et qui se sont transformés aussi en micro-entreprises d'aide à trouver un petit boulot, un petit logement, un petit revenu, etc. Mais on détruit complètement la dimension donc, de prise en compte de la folie. Et donc c'était ça que je voulais... Oui, là, ce que je disais tout à l'heure, en fait, bien souvent, on met en exergue un point ou l'autre. C'est-à-dire que l'un efface l'autre. C'est pour ça que on peut se rendre compte aujourd'hui, je dis ça c'est aggravé, les endroits où on va faire peut-être de la psychiatrie, ce sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui le médico-social. Hein, ce ne sera plus dans les centres d'urgence, parce que là, l'urgence, vous savez, ça fait cow-boy, on arrive, on sauve le monde, et puis une fois qu'on a sauvé le monde, on ne sait pas quoi faire des gens qui ont une jambe en moins, qui sont vraiment très handicapés. Alors là, le handicap, il est visible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus marcher comme avant, il faut s'appareiller, mais il y a quelque chose de visible. C'est pour ça aussi la réponse un peu à la question santé mentale, folie, handicap mental. Le handicap, c'est purement social, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire comment on va compenser financièrement le fait que les gens ne fonctionnent pas comme les autres. Hein. Alors comme ça ne se voit pas, c'est difficile il n'y a pas de fauteuil roulant, il n'y a pas de canne blanche, il n'y a pas... donc on dit handicap mental. Hein, voilà. Hein, c'est vrai qu'on est handicapé, plus ou moins tous aussi, mentalement. À ce moment-là, c'est compliqué. Politiquement, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on abandonne le soin psychiatrique au prix justement du rabotage des désordres sociaux, et on calme les gens. Alors pour les calmer, on les bombarde de médicaments, et puis au bout de 8 jours, les gens ils sont là. Alors surtout ne pas faire d'activité, parce que vraiment, c'est pas médical. Quand on est malade, on est dans un lit. Or la psychiatrie, c'est tout sauf un lit. C'est vraiment un univers où il faut circuler, bouger. Comme disait le jeune collègue que je connais, là, qui maintenant a fini, il est aisé maintenant, l'interne, hein, oui, Mathieu, il dit clairement, moi j'ai appris mon métier, pas dans les services de psychiatrie, mais là dans le jardin, en circulant avec les gens. Alors j'ai Emmanuel qui est là pourrait le dire aussi, moi j'ai appris la psychiatrie dans un lieu mythique aujourd'hui, parce que, à mon avis, il est en train aussi de se transformer, et là, politiquement, je veux dire, c'est un peu dramatique. Je pense qu'elle dira la même chose que moi. J'ai appris la psychiatrie en faisant la vaisselle avec des malades, hein, en passant la serpillière, en faisant les lits, et m'apercevoir qu'en fait, j'ai une anecdote comme ça. C'est un malade qui vient me voir, il me dit, il y a mon plafond qui me tombe sur la tête. Le plafond qui tombe sur la... Si, tombe sur la tête. Bon, d'accord. Viens voir. Parce que le tutoiement facile. Et j'y vais. Et effectivement, le plafond lui tombait sur la tête. Il y avait d'énormes plateaux. Le plâtre, il tombait sur son lit. Et alors, c'est vrai que quand on est dans un bureau, hein, on ne va pas voir si le plafond tombe sur la tête. Hein, on dit, bon, il est comme d'habitude, hein, il est un peu dérangé, quoi. Hein. Et effectivement, le plafond tombe sur la tête. Et alors, la part des choses est très complexe. Et on ne prend plus en compte le discours des gens. Surtout, comme disait un intervenant dans le film, il ne faut pas parler avec les malades. C'est une politique nouvelle. Un infirmier psychiatrique n'a plus le droit de parler. Il doit se tenir au protocole. C'est-à-dire, le changement, c'est un changement protocolisé, économique, et le soin, c'est vrai, on ne fait pas d'économie en n'écoutant pas les gens, hein, c'est évident, parce que dans les hôpitaux, on appelle ça le principe de la porte tournante. On soigne les personnes, on calme le symptôme, ils sortent, 8 jours après, ils reviennent, et ainsi de suite, ça tourne comme ça, sans arrêt. Alors, plutôt que de faire ça, si on prenait alors ça coûte très cher, les urgences, beaucoup plus cher qu'un soin en long cours. Un prix de journée dans un service d'urgence, c'est 4 000 € par jour. Hein, alors que dans un service de psychiatrie où on ne fait pas grand-chose, c'est 1 500 €. Et dans des endroits où on travaille vraiment, c'est de l'ordre de 500. Vous voyez, alors ça, c'est de l'économie politique. C'est-à-dire qu'on fait fonctionner une entreprise. L'hôpital est devenu une entreprise politique.
Et ça, c'est quelque chose qui s'aggrave de jour en jour. Et qui décide aujourd'hui de l'orientation médicale d'un établissement? Le directeur. Il n'est pas médecin. Hein, et comme si le médecin allait dire, moi je vais m'occuper de vos comptes. Chacun son boulot, quoi. Hein, et le paradoxe, c'est qu'on est en train de changer de registre. Hein, et progressivement, on va faire des médecins comptables, mais c'est plus facile pour un médecin de devenir comptable qu'un comptable de devenir médecin. C'est ce que je crois. Alors, par rapport au corps, on ne soigne pas l'esprit sans soigner le corps. Ça, c'est fondamental. Et vous avez vu toute la polémique qu'il y a pu y avoir sur les packings. Je ne sais pas si vous savez, les enveloppements humides. Hein. Alors là, on touchait le corps. Les psychiatres qui touchent le corps, c'est scandaleux. Hein. On maltraite les enfants, ce sont des tortionnaires. Moi, j'en ai fait des packings personnellement pour voir ce que c'était, pour le vivre. Qu'est-ce que c'est bien. Alors là, vraiment, cette sensation de froid et de réapparition du corps progressivement, qui se réchauffe. On se réapproprie son corps. On fait notre corps un tout. Hein, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça permet aussi de reconstruire le psychisme. Parce que justement, de ce truc éparpillé, comme on voit chez les autistes, alors l'autisme aussi, qu'est-ce que c'est ça? Si c'est un grand mot, l'autisme. Hein, un psychotique, c'est-à-dire un schizophrène, c'est un autiste. L'autisme, c'est une coupure avec la réalité du monde. Alors, il y a des autistes, des jeunes enfants, qui ont des pathologies, qui sont des pathologies avec des troubles neurologiques, des maladies qu'on ne connaît même pas encore, et qu'on n'est pas prêt de connaître, je crois, qu'on met sous le terme autisme. Et puis, des pathologies qui sont des maladies, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va bien, et à 18 ans, brutalement, paf, il devient fou. Schizophrène. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il devient autiste. Il n'a plus de contact avec le monde. Il reste enfermé chez lui. Son corps se transforme. Il a des transformations corporelles. Il se dissocie, comme on dit. C'est-à-dire que cette main-là, c'est plus la même. Ça appartient pas à son corps. Enfin, il y a des mutilations graves. Et l'autiste, le jeune, justement, qui dès la naissance, lui, a des troubles qu'on peut déceler, eh bien, lui aussi, dans le même état. Mais il n'a pas les mêmes, à mon avis, il n'a pas les mêmes origines, il n'a pas les mêmes causes, il n'a pas la même étiologie. Donc ça, c'est tout un travail qui doit se faire. Et le corps, lui, est important. Et on ne peut pas... Moi, j'ai jamais vu une tête sans pied. Ça, c'est quelque chose qui m'a... je ne sais pas si les philosophes ont déjà vu ça. L'âme sans pied. Une âme sans corps. Hein, moi, j'ai vu des corps morts, sans âme, apparemment. Mais des âmes sans corps, j'ai pas vu. Donc je crois que c'est vrai. Et ce dont elle nous parle essentiellement, je crois, elle nous parle de l'empathie. C'est-à-dire quelque chose qui fait que justement, on est dans la capacité d'être avec, en contact, dans une vraie relation avec l'autre. Et voire même, on pourrait dire de la compassion, mais pas la compassion dont on parle sur le plan religieux. C'est-à-dire la passion avec, c'est-à-dire le ressenti avec, c'est-à-dire pouvoir justement essayer d'approcher ce que l'autre vit. Et essayer d'approcher ce que vit un schizophrène ou un autiste. Oui, c'est ça, je crois que vous faites. Non, mais c'est ça. Ouais, ce que vous dites est juste. Mais je veux dire, je vais le dire bêtement, mais il me semble que tout ça est plein de bon sens, de sens commun. On voit tout de suite que les fous sont des types relativement sympas. On va parler des fous dangereux dans pas longtemps, mais on voit bien que la plupart des fous sont simplement des émanations de nous-mêmes, des possibilités qu'on n'imaginait pas et qui sont souvent vachement intéressantes. Moi, j'ai appris avec les malades de la Fondation de John Bost, enfin avec les résidents de la Fondation de John Bost, qu'on pouvait marcher en ligne droite en tournant sur soi-même tous les 5 pas, quoi. Et moi, je n'y arrive pas, mais j'ai vu que c'était possible, quoi. C'était vachement bien. Donc, c'est super. Mais je crois qu'il y a une question là-haut. J'ai oublié du coup ce que je voulais dire. Ah bon? J'écoute au fur et à mesure et c'est difficile en fait c'est difficile de faire la différence entre le premier film et le deuxième film, mais apparemment on guérit pas de l'autisme, il paraît, ou du spectre autistique. À côté de ça, pour ce qui est des troubles du comportement ou des maladies qui suivent un manque en fait à la vie, parce que sommes-nous fous? Moi j'aurais envie de répondre que oui, on l'est tous,
Moi, j'ai peur de parler dans un micro, j'ai peur de regarder les gens dans les yeux, j'ai peur de dire que je ne suis pas d'accord. J'aimerais savoir quand est-ce que la politique va prendre de l'argent aux riches pour donner de l'argent aux fous, en fait. Qui veut répondre à ça? Ouais, hier, je trouvais qu'il y avait pour ceux qui étaient là, je sais pas si vous étiez tous là hier. Oui, mais il y en avait d'autres en plus. Donc il manquait justement de ce côté justement Parce politique. qu'on demande les papiers à la sortie. De ce côté politique, c'est-à-dire d'un contexte historique dans lequel il y a une évolution culturelle, économique, sociale, politique. Et l'histoire de la psychiatrie, elle s'inscrit aussi dans une évolution politique. On a dit ô combien que le mouvement des aliénistes, l'ouverture sur la ville, etc., la psychothérapie institutionnelle était née après-guerre parce que il y avait eu l'expérience, entre autres, de Saint-Alban, cet hôpital où des psychiatres, dont un psychiatre d'origine catalane qu'on a nommé hier, ça c'est l'image d'Épinal, Toscaïès, réfugié de la guerre d'Espagne, et d'autres aussi, des surréalistes, des poètes, des résistants, des fous, ont essayé de survivre ensemble. Des psychiatres, je l'ai dit, mais pas qu'un, et je l'ai dit au pluriel, dont un. Et surtout, cette idée que oui, l'homme avait été capable du pire pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un côté la solution finale, et de l'autre côté Hiroshima. Et donc, qu'il était urgent de changer quelque chose, justement, au paroxysme de cette histoire. Et donc, dans les camps de la mort, dans les camps de prisonniers en Allemagne ou ailleurs, il y a des hommes politiques qui ont souffert aussi concrètement dans leur corps, justement, et qui ont pu être accédés à ce moment historique à une espèce d'évidence qui allait au-delà de leurs convictions politiques, des hommes de droite et des hommes de gauche, rares, minoritaires des deux côtés, parce que la résistance était minoritaire, ont pu s'unir dans cette résistance, justement, et au lendemain de la guerre, construire ce qui a été le programme national de la résistance, qui a ouvert une parenthèse historique qui s'est refermée. Je le dis dans le film, mais elle est en train de se refermer. Là, j'ai vu une façade dans le centre-ville de Bergerac. On garde la façade. Il y a un bâtiment vide. Et derrière, il y a une nouvelle structure. Et on va changer la destination du bâtiment. Et l'organisation du bâtiment, ça va être très efficace, etc. Et voilà, mais la façade est toujours là. C'est un peu l'idée de ce qui est en train de se passer. Et finalement, ce pays, au sein de l'Europe, fait figure de dernière terre de résistance. Même si, en ce moment, en Espagne, en Grèce, au Portugal, et j'oublie sûrement d'autres pays, mais ce sont ces pays-là d'évidence. Non, il y a eu l'Islande, mais en Islande, ils ont eu les couilles de dire non. Ah bon? Oui, au moment du hold-up, il y a eu une consultation, comment on appelle ça, un référendum national qui a dit non, on va pas leur donner la thune pour répondre à ta question là-haut. Et donc en ce moment, nous on est dans un pays où il y a un malaise, là on sait pas trop, pourtant on a une histoire, et on a quand même, elle est chargée historiquement, et on s'est aperçu justement que dans cette histoire, et c'est un fait avéré qui a été étudié par je sais plus quel psychiatre, mais qui s'est penché sur la conjonction des moments de rébellion, de révolution, parce qu'il y en a eu avant celle de 1789 et les suivantes, il y a eu des moments où, ici ou là en France, il y a eu des histoires de révolte. Et quand il y avait cet espace-temps, et des malades mentaux dans le coin, ils allaient bizarrement beaucoup mieux dans ces moments-là. Et donc, finalement, dans ces 50 dernières années, oui, il y avait une volonté humaniste, mais aujourd'hui, que ça soit en psychiatrie, dans l'entreprise, à l'école, etc., où est-elle passée, cette volonté humaniste? Non, il s'agit d'être efficace, rentable, d'appliquer des protocoles, des modes d'emploi tout faits, qui ont été réfléchis ailleurs. Il faut surtout ne plus penser par soi-même.
Et ça, c'est généralisé. Quel est ce il impersonnel? C'est ça qui m'étonne, c'est que tout le monde voit bien, on est tous très gentils ici, et tu dis, bah ouais, on est tous d'accord, hein, bon, on voit bien qu'on on partage pas cette vision de fausseté, voilà, que tu dénonces dans ton film. Et donc je me demande, mais d'où ça vient, quoi? Quelle est c'est quoi? C'est un complot de quelques vilains qui nous veulent du mal? Alors, attendez, non, on participe, on est soumis, il y a une espèce de peur aussi. On est dans la dualité. Ici, on n'a pas la trouille. On est tous acteurs, on est tous consommateurs, on est tous, voilà, on participe tous au truc, mais il y a une espèce de dissolution comme ça du collectif de travail, de tous les collectifs, de tous les collectifs. Sauf une atomisation de la société, une division de la société. La cellule familiale, elle a explosé. Enfin, alors, voilà. Attendez, il y a un monsieur qui a le micro là. Oui. Je crois que Nicolas Prignot voulait parler et il vaut mieux qu'il parle avant. Bon, vas-y Nicolas. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est quand même qu'il ne faut pas être des enfants de cœur. C'est-à-dire que le secteur médico-social est un secteur dominé par les unions nationales de parents d'enfants inadaptés ou de handicapés, de tout ce qu'on veut, et qu'en réalité, les gens qui négocient avec les ministères, ça a été un petit moment, effectivement, les représentants de la psychiatrie publique et de la psychothérapie institutionnelle, mais massivement, les gens qui définissent les grilles de salaire, etc., la hiérarchie, comment ça fonctionne, c'est des associations où il y a des riches d'ailleurs, parce que la folie, il y en a aussi chez les riches, hein. Il n'y en a pas que chez les pauvres. Et par exemple, le département qui a la plus forte densité d'équipements psychiatriques privés, c'est le département des Hauts-de-Seine, hein. Les jeunes éducateurs de la région Île-de-France connaissent ça très bien, parce qu'il y a donc des familles riches qui créent des établissements et qui fédèrent ces établissements et négocient, et ça depuis les années 30. Hein. Et donc, on ne regarde pas du tout les ennemis, si l'on peut dire, parce que ces gens-là veulent le bien, bien sûr, de leurs enfants, etc., mais à travers des modalités beaucoup plus sûres et tout ce qu'on veut, qui actuellement, il faut bien dire, croisent des découvertes scientifiques comme l'IRM, c'est-à-dire que depuis qu'on fait joujou avec des IRM et qu'on peut regarder ce qu'il y a dans le cerveau, c'est vrai que c'est une innovation colossale pour un certain nombre de gens qui n'existaient pas avant. Hein. Donc il y a des transformations techniques, il y a un pouvoir social et politique qui est très fort et qui n'est pas dans notre camp du tout. Hein. Et donc c'est une lutte qui n'est pas assez explicite. Hein. Bon, il faut savoir quand même que dans le genre de lutte, par exemple, qu'ont mené c'est pas nos ancêtres, mais presque, enfin nos amis Ouri, Guattari, son ancêtre à elle, oui. Bon, en 1966, comme on manquait de débouchés pour les industries sidérurgiques françaises, le gouvernement avait imaginé un programme de construction d'hôpitaux psychiatriques industrialisés qu'on aurait construit en pagaille partout. Bon. Et donc, les gens de la psychiatrie publique de l'époque ont fait une pétition, des démarches, etc., pour expliquer que c'était de la connerie, puisque l'Organisation mondiale de la santé venait de dire en 1960 qu'il fallait arrêter ces hôpitaux de 2000 personnes comme il y avait avant, et faire des petits hôpitaux et des centres en ville, etc. Bon, ce qu'on a appelé la révolution du secteur. Bon, cette révolution du secteur, apparemment, c'est pas très bien passé, sauf dans quelques endroits comme Reims, d'après ce qu'on a vu. Hein. Mais là aussi, il y a eu une lutte contre une mesure qui aurait amené à trouver des fous partout pour remplir ces hôpitaux. Hein. De même, enfin, il faut se rendre compte qu'en termes d'emploi, le secteur médico-social est le premier employeur d'énormément de localités en France. Bon, il y a les fous, il y a les vieux, hein, mais il me semble que, en fait, un emploi, c'est de fournir un emploi à d'autres maintenant aussi. Donc, il y a toutes ces dimensions-là qu'on occulte un petit peu, il me semble. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anne. Et d'ailleurs, le père Guattari donc, utilisait une expression que j'aime beaucoup, qui est l'expression de machine. Il utilisait ce mot-là
ouais, il disait l'inconscient, c'est pas un théâtre, c'est une usine, et le désir, c'est une machine, c'est des machines désirantes. Mais il disait, en fait, une machine, c'est un assemblage de trucs hétérogènes, donc pas du même genre, mais qui se met à fonctionner ensemble. Et moi, je trouve que le film de M. Borel est magnifique parce que, pour moi, ce que ça montre, c'est une machine. C'est une machine qui se met en route. Je crois que c'est toi qui le dis. Tu dis machine de guerre à un moment. Tu dis c'est une machine de guerre dans le film. Alors, c'est peut-être pas une machine de guerre, ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi une expression de Deleuze et Guattari. Il parle de machine de guerre. C'est un truc qui détruit tout sur son passage. Voilà, elle tourne en rond, elle fonctionne. Et elle fonctionne d'ailleurs en ne marchant jamais. Hein. C'est une des grandes caractéristiques de la machine, c'est qu'elle fonctionne en se détraquant tout le temps. Donc, mais c'est très important parce qu'on a l'impression qu'il faut être logique face à ça. On trouve que c'est illogique, mais c'est normal. Ça fonctionne en n'étant pas logique. Et donc toutes les atteintes logiques qu'on peut poser à la machine, à cette espèce de conglomérat de trucs, innovation technique, entreprise, politique, industrie, etc. Alors on peut vouloir rester un peu rationnel soi-même, ça c'est quand même relativement, peut-être que c'est sain, on va dire, mentalement. Mais si on essaye de la comprendre comme un fonctionnement logique, on est perdu parce qu'il y en a pas. Enfin, il y en a peu, mais il n'y a pas que de la logique et ça n'arrête pas de. Si, il y a une pensée derrière qui a été théorisée quand même. Le néolibéralisme, l'école de Chicago, Milton Friedman. Oui, il y a de la pensée. La mise en application dans cette machine-là. Ça veut dire qu'il y a de la pensée effectivement toujours. Enfin, et il y a du langage, il y a des énoncés, il y a des phrases. Il y a des gens, enfin, il y a de tout. Il y a aussi évidemment beaucoup de pensées, mais c'est pas une logique uniforme qui fait fonctionner le tout. Ça, moi, je pense pas. Mais, et donc, par exemple, le fait que les parents soient embrigadés dedans, il y a une logique derrière, évidemment. Par exemple, hein. Donc, le fait que des parents d'autistes aient été à tort ou à raison, vexés de la manière dont on les a traités, ou se sont sentis culpabilisés, ont eu peut-être raison ou tort, mais voilà, dans certains cas sans doute raison de se révolter. Et puis que ça a été repris par la machine industrielle de production des médicaments, etc. Et c'est plus les industriels qui sont les porte-parole, c'est les parents. Alors qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas dire les parents ils ont tort, ils ont pas à se mêler de ce qui arrive à leurs enfants. Ben ça, c'est la puissance d'une machine. Et il y a plein d'énoncés dans le film qui sont comme ça. Hein. Par exemple, je ne sais plus, j'en ai noté quelques-uns, mais on ne va pas laisser les fous dans la rue. Hein. On va quand même pas laisser les gens souffrir. On va quand même pas laisser des enfants aller droit dans le mur. C'est ça. Si on peut les diagnostiquer. Et tout ça, on est pris. Ouais, parce que vous aurez beau discuter pendant 1 heure avec des gens qui vous disent ça. De toute façon, en une phrase, ils ont détruit tout ce que vous allez pouvoir dire après. Hein. Et c'est ça la puissance. Alors il faut discuter, évidemment. Je dis pas qu'il faut pas discuter. Et je pense que la dénonciation, elle fait partie, évidemment, de ce qu'on peut faire face à une machine. Ça, c'est dénoncer. Mais la dénonciation ne suffit pas. Et donc ça, c'est, à mon avis, un point fondamental, c'est qu'effectivement, l'action collective, si elle en passe par de la dénonciation, elle doit inventer des nouvelles manières de produire, de faire, etc. Tu veux dire inventer une contre-machine? Oui, une machine, la question de Guattari, c'était toujours où on peut la prendre. C'est pas... quel est son sens, ou qu'est-ce qu'elle dit, ou quelle est sa vérité, etc. Ça fait partie... Bon, mais comment ça marche ? Et par où on peut l'apprendre. Et parfois on rate, hein, ça, oui, mais il faut essayer. Voilà, bon, j'arrête là. En contrepoint, je peux expliquer que, par exemple, le travail de sectorisation, j'y ai participé pendant une vingtaine d'années, dans un service, dans une région fort touché par la crise, bien avant la crise, hein, c'est-à-dire dans le nord de la France, à Denain, hein, l'endroit vraiment où il y a la misère humaine, et vraiment où il y a une population cosmopolite, puisque beaucoup de travailleurs venaient des différents pays pour aller dans les mines ou dans les sidérurgies ou dans le textile. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont laissés sur le carreau, et parmi ces gens-là, il y a des malades. Et donc, nous avons essayé de mettre en place un secteur de psychiatrie, un vrai, hein, tel que c'était pensé dans les années 60. Ça fonctionnait bien, mais le problème, c'est que on n'avait pas beaucoup d'artisans avec nous pour accompagner. Quand je dis nous, en fait, pour un secteur de psychiatrie qui représente, en général, en France, les secteurs de psychiatrie, c'est 70 000 habitants.
hein, plus ou moins. Hein. Alors, rural ou urbain, mais alors 70 000 habitants en Dordogne, ça fait des grandes surfaces, hein, c'est immense. Une circonscription électorale. Voilà, c'est grand. Hein. Génial. Et puis se pose aussi la notion de territoire, qui est quelque chose de compliqué, parce qu'il y a des frontières, et alors les frontières, vous savez ce que ça pose comme problème, hein, on vous repousse dehors, on vous envoie ailleurs, enfin, bon, peu importe. Mais le travail de construction qu'on avait mis en place dit c'est-à-dire deux psychiatres pour un secteur de psychiatrie où en moyenne il faut être 5-6 hein, par pénurie. Et puis comme c'était loin de la faculté de médecine de Lille, Denain c'est quand même à 70 km, et puis il faut scoltiner le travail. C'est plus facile d'être dans un grand centre de psychiatrie dans une grosse ville que être dans un endroit reculé dans les fins fonds du département du Nord, comme dans Dordogne, hein, du reste. Ça pullule pas les psychiatres en Dordogne, il me semble. Donc, ce qui était difficile, c'est de mettre en place quelque chose qui fasse que, justement, on puisse avoir du soin, un accompagnement, et les gens dans la cité. Donc, tout un travail qui avait mis en place de tous les éléments de psychothérapie institutionnelle. D'abord un mot, moi je trouve ça un peu bizarre, enfin, comme le dit Ouri, depuis, j'ai travaillé avec lui pendant 20 ans, il dit ça n'existe pas. Hein. La psychothérapie institutionnelle, ce sont des psychothérapies institutionnelles, mais pas une, c'est pas un système comme la cognitivo-comportementalisme, ce sont des systèmes qui s'instituent, justement. Et à l'exemple, c'est qu'on fait sans arrêt des confusions, c'est un peu technique ça, mais des confusions avec des établissements et des institutions. Un établissement, c'est un lieu justement administratif où il y a un cadre régi par la loi et qui donne des moyens pour justement fonctionner. Et avec les mêmes moyens, les mêmes cadres, les mêmes ressources, eh ben on va avoir des institutions différentes. L'institution, c'est ce qui va se fabriquer sur place, c'est ce qui va se jouer entre les personnes, ce qui va s'y vivre, l'histoire qu'il y a eu aussi. Hein. Donc, on ne peut pas faire la même chose en Dordogne que dans le 16e, que dans la banlieue parisienne, que dans le nord de la France, ou dans le Midi, ou en Catalogne. Enfin, c'est tout à fait différent. Donc, il faut garder, comme les gens sont tous différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble dans la salle, à mon avis. Hein. On est tous différents. Or, on veut généraliser, on veut cloner le monde et cloner les institutions pour justement normaliser, tout mettre sérier, c'est-à-dire faire de la série. C'est-à-dire une voiture qui sort d'une chaîne automobile, eh ben, on peut la remplacer par une autre, les pièces de l'une, on peut les mettre sur l'autre. Mais là, non, hein, c'est pas le cas. Hein. Politiquement, ce que je crois, c'est justement on va nous transformer en gnome, enfin en clone. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le travail de 20 ans, de mise en place d'appartements non pas thérapeutiques, parce que l'appartement thérapeutique, c'est un glissement. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre les lits dans l'hôpital, on les met dehors. Mais ça ne change rien. Hein, c'est toujours l'hôpital qui donne à manger, on ne met pas les gens en responsabilité. On les met dans la capacité d'être toujours objet de soins, et non pas la personne qui a envie de se soigner, comme on a vu. Oui, allez-y, faites la piqûre, j'en ai besoin. Hein, ça, c'est une envie de se soigner. Ou alors le désir d'être là, pour pouvoir être avec les autres. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et accepter avec humiliation que de toute façon, c'est chronique. La chronicité de la maladie mentale. La vie est chronique. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Et on ne guérit pas, aujourd'hui, je ne connais pas un malade guéri de pathologie mentale, justement. J'ai jamais vu un autiste guéri, un schizophrène guéri, un malade mental guéri. Je n'ai jamais vu. Ça, si vous en connaissez un, vous me le montrez. Ou alors c'est une erreur diagnostique. Ben, vraiment, il y a quelque chose. J'espère qu'ils vont mieux quand même, quoi. Ah, que les gens aillent mieux. Ah oui, hein, c'est ça le but. C'est soulager, c'est aider, c'est faire en sorte que ce soit vivable, que justement on puisse vivre avec. Hein, comme on peut vivre chacun avec nos douleurs, nos soucis, nos complications d'existence. Okay. Hein. Alors ce que je voulais dire, 15 ans, 20 ans de travail, laminé en 3 mois. En 3 mois, tout ce qu'on avait mis en place,
a été rasé. Changement de directeur d'hôpital, plus de psychiatre, parce qu'il n'y en avait pas qui voulaient, il n'y en a plus qui voulaient venir. Donc le professeur de Lille dit « je prends en charge ». Il a envoyé quelques assistants comme ça régulièrement. Et brutalement, parce que nous, au bout de 15 ans, à deux, on n'en pouvait plus. Hein. L'autre psychiatre, c'était ma femme. Alors à deux dans le même service, c'était un peu dur. Hein. Les congés, tout ça, vous savez ce que ça représente. Eh bien, assumer ça pendant 20 ans, faire en sorte qu'il se développe quelque chose, et en 3 mois, le voir laminé par des gens qui se disent savoir ce qu'est la psychiatrie. Et le professeur aujourd'hui de psychiatrie, hein, il a ouvert un cabinet en ville, il commence à trouver des malades, à voir des malades, depuis qu'il est à la retraite. Super. Bon, alors, oui. Oui, alors, bon, ma question peut faire peut-être un pas de côté, mais finalement est dans la lignée de ce que vient d'évoquer aussi Roger Fleuret. Moi, il y a une notion auquel je voudrais bien avoir la réponse de plusieurs personnes, finalement. C'est la notion de qu'est-ce qui est thérapeutique. Dans votre film hein, sur la danse, là, plusieurs fois, il est dit « c'est surtout pas thérapeutique ». Moi, je trouve ça très thérapeutique. Mais bon, justement, je ne sais plus. Est-ce que faire ramasser des groseilles, c'est thérapeutique? Est-ce que une piqûre dans les fesses, c'est thérapeutique? Est-ce que des aiguilles électriques dans la tête, c'est thérapeutique? Qu'est-ce qui est thérapeutique? Marie-Odile, oui. Je m'y colle à la question. Parce que depuis le début de la soirée, j'avais ça en tête et je ne savais pas comment l'aborder. Je ne savais pas comment parce qu'il nous a fallu à peine 24 heures pour entrer dans le jeu et les processus des gens qu'on dénonce. C'est très troublant. Enfin, j'étais complètement dans l'embarras. Alors, je donne un exemple un peu égocentré. Gilles, en introduction, tu dis « Marie-Odile proposait hier qu'on extermine les malades mentaux ». Bon, voilà, comme ça. Hein. C'est comme ça que je dis qu'on J'ai évoqué une controverse. Alors que j'ai évoqué effectivement les exterminations douces et décidées de malades mentaux pendant la dernière guerre mondiale pour poser 2 questions qui étaient comment on protège, on soigne, on aide des gens qui en ont besoin, fous ou vieillards ou enfants ou handicapés. Et puis la seconde question qui peut-être permettra non pas de répondre à qu'est-ce qui est thérapeutique, mais voilà, de meubler un petit peu ce secteur-là, qui est le titre de « Sommes-nous fous ?» donc, sommes-nous fous et sommes-nous soignants et comment Et j'ai eu le même discours interne que ce que tu viens de dire en voyant le film d'Anna Maria, et puis on avait des questions-réponses dans celui de Philippe, autour de cette question-là. Roger a évoqué les appartements thérapeutiques. Alors, peut-être ce qu'on peut dire sur qu'est-ce qui est thérapeutique, premièrement, on ne le sait pas d'avance. C'est toujours du côté de l'après-coup, c'est-à-dire dans un second temps, et parfois dans un second temps très éloigné. C'est-à-dire ce n'est pas la minute d'après ou le soir. Il y a un moment où on se dit, mais ce qui s'est passé là, où les agencements de plusieurs actions, ateliers, paroles, prises en charge, enfilées les unes après les autres, ont été thérapeutiques ou pas. Donc toujours dans l'après-coup et des après-coups, je raconterai peut-être une histoire tout à l'heure là-dessus, mais des après-coups lointains. Ça pose toute la question des évaluations. Comment on évalue le travail, si c'est tous les 15 jours ou tous les soirs qu'il faut rendre sa feuille avec les croix pour dire ce qu'on a fait et est-ce que ça a marché ou pas. Et puis je crois qu'on est très très éclairé, alors par le film d'Anna Maria, mais par Rose Verte, Les Enfants de la Rose Verte hier, et par des séquences nombreuses du documentaire de Philippe. Comment reprendre ça? Très éclairé sur ce qui serait thérapeutique, c'est... Alors, nous, dans notre jargon, on dit qu'il y a un tiers dans l'affaire, mais si on le dit comme ça, ça ne va pas passer. C'est que dans un lien
entre deux personnes, qu'elles soient d'ailleurs des personnes normales, c'est pareil, enfin, des liens entre des patients, des personnes malades et un soignant, qu'il y ait un qualifiant, alors là c'est la danse, donc on peut peut-être se regrouper autour de ça, qu'il y ait un qualifiant et qu'on ne soit pas en tête-à-tête, ensemble ou en interaction, uniquement au nom de nos statuts. Tu es malade, tu es pris en charge dans un hôpital psychiatrique, moi je suis psychiatre, psychologue ou infirmier. Là, on est sûr que ce ne sera pas thérapeutique. Ce ne sera peut-être pas mauvais. On fera peut-être des choses gentilles ensemble, mais c'est bon. Par contre, si quelqu'un est là avec j'ai envie de dire un don, mais un don c'est un peu trop, peut-être du côté de l'art, mais avec une offre, une qualité, un cadeau, un présent. Voilà, une couleur de peau, un âge, un sexe, enfin, ouais. Désir, mais désir c'est déjà trop spécifique, je dirais. Enfin, en étant un être soi, donc Anna-Maria, elle nous dit la danse, on peut entrer en relation en n'étant pas bouffé ou en ne bouffant pas l'autre, au nom de ce qu'on est. J'évoquerai bien une clinique psychiatrique du Loir-et-Cher, qui est la clinique de la Chênaie, où le médecin qui la dirigeait pendant des années, pour embaucher son personnel, qu'on appelait des moniteurs, ce n'étaient pas des infirmiers à l'époque, avait comme critère que cette personne, cet homme ou cette femme en voie de recrutement ait quelque chose à offrir. Tu aimes faire la cuisine, tu es passionné de voiture, tu es doué en peinture, ce qui ne voulait même pas dire qu'il ou elle allait mettre ça en œuvre. Mais je t'embauche pour soigner des malades mentaux, tu feras ça aussi, mais toi, tu es quoi dans la vie? Tu es menuisier, tu as fait le tour du monde. Et c'était un critère de recrutement qui pouvait être mis en œuvre dans le soin ou qui pouvait ne pas l'être. Mais on savait, ça pouvait varier. On pouvait aimer les voitures et faire un club de pêche à la ligne. Enfin, voilà. Mais que la personne ne soit pas l'infirmier psychiatrique. Enfin, bon. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Enfin, ah bah si, ça fait déjà pas mal. Hein. Ça fait 3 réponses. Bon. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose, excusez-moi. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que moi, quand je dis que je travaille en psychiatrie ou que je fais des interventions de danse dans des institutions, tout le monde me demande, enfin associe cette activité à du thérapeutique. Et alors que c'est comme si on privait ces personnes de faire autre chose que du soin ou du dressage. Mais on prive, et du coup, non seulement on les prive, mais je trouve qu'ils et nous, qu'ils nous privent de leur art et de leur capacité de transformer quelque chose. Donc on est privé des deux côtés. Et donc pour moi, c'est aussi un positionnement politique, même si il peut avoir des effets thérapeutiques, comme pour nous tous, ou pas. Ou pas. L'art, elle peut rendre fou, hein. Il y en a plus d'un qui vanterait. Enfin, faut pas se dire que l'art est sauf, loin de là. J'en connais plein d'artistes malades. Tout dépend de ce que l'on met derrière ce mot. Mais sauf qu'on pose pas cette question-là. Si moi je fais une activité artistique, on me pose pas cette question. D'accord. Mais par exemple, Winnicott disait qu'être thérapeutique, c'est permettre à quelqu'un qui ne peut pas jouer de jouer. C'est bien ce que vous faites. Oui, mais il y en a plein. Du côté de l'étymologie, thérapène en grec, ça veut dire servir. C'est bien ce que vous faites. Donc pour moi, voilà. Oui, mais en même temps, il n'y a pas que la folie dans la vie, même pour les fous. Je veux dire, on ne va pas toujours penser à se soigner. Quoi. Non, mais justement, thérapie, ça ne veut pas dire soigner. Ah bon. Ça veut dire servir. D'accord. Non, je l'entends. Ça dépend toujours de ce que l'on entend. Je suis d'accord avec vous que ça dépend de ce que l'on entend par le thérapeutique. Sauf que cette question-là, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait une activité artistique? Vous connaissez quelqu'un qui fait une activité artistique? Non, à part moi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui fait une activité artistique? Alors, est-ce que vous le demandez si elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, votre épouse, si c'est pas indiscret? Elle colle. Est-ce qu'elle fait du collage thérapeutique? Moi, elle est ma thérapeute, par exemple, quand elle
pas, moi, quand elle fait un bon plat ou parce que... Bon, ça va, c'est un thérapeutopile. D'accord. Alors, là, d'accord. D'accord. Moi, je voudrais quand même intervenir dans cette question-là. Ça me paraît un débat de clerc auquel je comprends que dalle. Excusez-moi, moi je suis parfaitement béotien. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Thérapie, pas thérapie, etc. Je veux bien être attentif, essayer de comprendre, mais j'ai un mal fou. Moi, je vais vous livrer un ressenti. Les deux films là qui sont passés ce soir se télescopent parfaitement et violemment. Le travail que fait Madame Fernandez m'a paru de toute beauté, d'une part, plastiquement, mais surtout, comment dirais-je, il se dégage de ce travail, entre guillemets, une dimension d'amour, moi, qui m'a bouleversé. Et cet amour-là, c'est pas de l'amour physique, c'est pas de l'amour, quoique la danse est une activité physique, mais je veux dire, c'est pas de l'amour sexuel au sens génital du terme, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Moi, ça me paraît être de l'humanité en définitive, et de la plus belle eau. Et opposé à ça, on voit les gens de fondamental. Où là, par contre, ce sont des comptables, ce sont des grippe-sous, ce sont vraiment ils sont inhumains, ces mecs. Et ces nanas en plus. Donc, mais non, c'est des humains, rassurez-vous. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire comme société? On est à la porte de Minority Report. Hein, donc voilà ce qu'on est en train de nous faire. Alors moi, de ce point de vue, j'ai envie de vous interpeller un peu, en étant volontairement provocateur. Vous démontez le système tel que le film le présente, là, mais vous, individuellement et collectivement, qu'est-ce que vous faites? Comment faites-vous pour réagir à l'agression des gens de Fondamental, par exemple? Où est le débat de discussion? Où est le lieu de débat entre des gens qui sont comme vous, apparemment, tous d'accord? Moi, c'est ça qui m'interroge, quoi. Donc, si vous pouviez apporter une petite réponse là-dessus, j'en serais fort content. Alors, réponse très concrète. Les gens de Fondamental, que ça soit Marianne Monchamp ou Marion Leboyer, ont été invités parfois à venir débattre de ce film. Pour elles, ce film n'existe pas. C'est-à-dire qu'elles ont refusé de venir? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Il n'y a pas de débat. Enfin, elles avancent, elles ont du boulot à faire et une mission sur leur vie, c'est d'avancer. Il faut savoir que la maman de Marion Leboyer, cette psychiatre généticienne, était une des précurseurs de la psychologie appliquée au monde du travail. Comment faire en sorte que l'ouvrier sur la chaîne soit encore plus efficace. C'était la psychologie... Tu vois, c'est héréditaire, c'est pas de sa faute, la pauvre. En tout cas, elles ont refusé le débat. Et voilà. Et à chaque fois, effectivement, on est un petit peu entre nous. Et ça, c'est le plus grave, je trouve. Parce que ils sont là, mais voilà. Ils sont là dans la salle, mais je veux dire, où est-ce que c'est le lieu de discussion, le lieu où on peut faire émerger des idées, essayer de bâtir un consensus pour quelque chose qui soit plus humain que ce qu'on est en train de vivre, nom de Dieu. Alors il y a plein. Si vous continuez à en être de collectifs, les experts, on est perdu d'avance. C'est expert contre expert, et encore un coup, la société civile ne va rien y comprendre. Voilà. Allez-y les experts. Non, juste une petite minute pour répondre à l'interpellation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on n'est pas convoqué par Fondamental et que si on y allait, on ne serait pas pertinent. Mais ce qu'on fait, c'est ce qui se fait à la Rose Verte tous les jours. Notre place est celle-là, quand même. Et puis, il y a un mouvement qui s'est créé en réponse à Sarkozy, qui a été lancé par 39 psychiatres du mouvement de psychothérapie institutionnelle. Et il y a des assises de la citoyenneté qui vont être tenues par donc ce mouvement. En mai, je ne sais plus les dates exactes. Enfin, bon, il y a aussi des journées organisées par Chemla là, à Reims en mai également. Enfin, il y a un mouvement de réponse qui n'est pas peut-être très efficace dans le contexte actuel, mais enfin qui existe quand même. Il y a l'appel des appels de Roland Gori aussi. Je ne sais pas où il en est, mais voilà, qui fédère cette fois différents secteurs, puisqu'il s'agit de l'éducation, de justice, de culture, de santé. Et là, c'est un bouquin un peu cher, mais enfin, il est là. Ah oui, l'appel des appels.
Et puis d'autres encore, comme le mouvement des colibris dans un autre genre, lancé par Pierre Rabhi, le mouvement de la transition, lancé par Rob Hopkins, un permaculteur britannique, et c'est un mouvement mondial qui commence à essaimer aux quatre coins de la planète, et qui est maintenant présent dans 43 pays. Il y a les incroyables comestibles, enfin, dans plein de domaines comme ça, les gens sont en train, mais sur le terrain, pas de manière médiatique, c'est-à-dire hors champ, de manière invisible, sur le terrain, en train d'essayer d'inventer d'autres manières de faire, d'autres pratiques, et dans tous les domaines concrets de la vie quotidienne. Et ça, c'est en train de se passer. Malheureusement, la puissance de feu médiatique, elle le laisse hors champ. Vraiment. Mais non, on peut se poser la question du fait, est-ce que c'est volontaire ou pas? En tout cas, ça existe. Et c'est à nous d'aller chercher l'info et d'être curieux, en fait. Sinon, effectivement, on n'y accède pas. Et de venir aux rencontres cette semaine. Oui, oui, Nicolas. Oui, non, je pense que, enfin, il y a un moment où la personne de fondamentale dit quelque chose d'important, puisqu'elle dit, à un moment, elle dit, bon, on a tous pensé à mettre l'entreprise et la psychiatrie et tout ça dans un mixeur, et puis voilà, mélanger et tout ça. On y a tous pensé, mais, et alors elle dit un truc genre, et puis personne n'avait encore osé le mettre sur une affiche. Hein. C'est la pensée affiche. Enfin, je veux dire, c'est effectivement penser pour cette dame, c'est mettre un truc très court sur une affiche. Bon, alors évidemment, il ne faut pas faire que ça. Mais je pense qu'elle a quand même raison. Enfin, il ne faut pas penser sur les affiches, mais il faut quand même faire des affiches. Enfin, dans le sens affiche, c'est-à-dire truc public qu'on met dans la rue, enfin, et où on invite les gens et on fait des choses. Et hier, il y a quelqu'un qui avait dit hier soir, on ne sait pas, on est tout le temps évalué de l'extérieur, et on a, je ne sais plus qui était, il y a quelqu'un qui était là hier soir qui a dit, nous, dans notre travail, on est tout le temps soumis à ces petites cases, etc. Et on ne sait pas comment rendre visible ce qu'on fait autrement, et comment évaluer. Alors évaluer, il faut faire attention, parce qu'évidemment évaluer, tout le monde pense, ça veut dire cocher des cases. Mais évaluer, ça veut dire donner de la valeur à ce qu'on fait, donner de la valeur autrement que de la valeur économique, évidemment, enfin d'autres valeurs. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour faire exister d'autres manières de valoriser notre travail, enfin, et le rendre public, voilà. Est-ce que je peux... Allez-y, madame. Oui. Je voudrais revenir un petit peu sur la question par rapport au qu'est-ce que le thérapeutique là, parce que je suis un peu d'accord avec le monsieur là qui a pris la parole un petit peu après. Par rapport à votre film Anna Maria, j'avais envie de dire, enfin moi je l'ai ressenti un petit peu comme ça. Je suis infirmière psy, hein, je travaille, voilà. J'ai travaillé en institution, et ça m'a d'ailleurs renvoyé à l'institution dans laquelle je travaillais, votre film, où justement on faisait intervenir des gens de l'extérieur, qui faisaient du théâtre, qui faisaient plein de choses, et cet apport de l'extérieur à l'intérieur, c'était quelque chose de fabuleux. Et moi je dirais simplement ça. Pourquoi ne dirait-on pas tout simplement finalement, ce sont des êtres humains, et c'est une rencontre vous êtes une rencontre qui est venue tisser des liens, tout simplement. Les gens sont là et viennent danser avec vous, vous les invitez à danser. Le théâtre, c'est pareil, on fait le clown, on joue des sketchs, et en fait, il y a un échange entre l'intervenant extérieur qui apporte une grande bouffée d'oxygène à l'intérieur d'une institution qui a besoin de sortir de sa routine un peu, qui remet en route et en marche tous les infirmiers, les soignants, éducateurs, moniteurs, tous les gens qui travaillent ensemble. Et il se déroule des choses, il se passe des choses entre tous ces gens-là. Et on ne sait plus qui est l'infirmier, qui est l'intervenant extérieur, qui est le patient. Comme tu disais tout à l'heure, finalement... voilà, on est tous liés dans cet entraînement qui est amené par l'extérieur. J'ai envie de vous répondre à ça, comme que je ne comprends pas pourquoi, dans un lieu qu'on appelle l'hôpital ou son équivalent, on ne puisse pas, parce qu'on a le statut d'infirmier, le statut de médecin, le statut de n'importe quoi, avoir justement ces relations humaines. C'est-à-dire qu'en fait, on se prend pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, je suis infirmier, mais je suis médecin. Non, nous sommes des humains.
Hein, et nous avons peut-être quelques connaissances différentes de celui qui est en face de nous, mais il en a aussi. Mais je suis très étonné aussi qu'on n'écoute pas les gens, justement. Et c'est là, justement, c'est un problème. Et c'est une complicité collective, justement, pour répondre à la question. C'est une complicité collective, justement, à l'abandon des malades mentaux et de la folie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez déjà regardé dans la rue quand il y a quelqu'un qui est couché par terre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens s'arrêtent? Non. Même des fois ils changent de trottoir, hein, parce que ça les dérange. Donc il y a quelque chose qui se joue dans et si c'était moi? Donc comme je ne veux pas que ce soit moi, je m'en approche pas. C'est peut-être contagieux. Justement. C'est-à-dire qu'en fait, l'exclusion, c'est le problème n'existe pas, ce sont d'autres qui vont s'en occuper, hein, et comme ça, il est résolu. C'est, comme on disait tout à l'heure, l'extermination, parce que ce sont des lieux de réclusion, hein, d'enfermement, des lieux d'exclusion, les lieux de soins, aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que si vous voulez visiter l'unité psychiatrique de Périgueux, où on a une unité intersectorielle où on enferme les gens contre leur avis, eh ben, les gens ils n'ont aucune autre activité que officiellement du thérapeutique, du soin. Mais quel soin? Le soin d'être tout seul, enfermé dans une pièce, et puis continuer à être dans leur monde de fou. Hein. Ça, c'est pour moi. Et alors, avec de temps en temps, on vient leur donner des médicaments, des choses comme ça, une bonne parole, et puis voilà. L'humanité. Alors, elle existe. Il ne faut pas dire que tout le personnel qui est dans ces endroits-là n'est pas humain. La seule chose, c'est qu'il a peur, le personnel. Lui-même est angoissé. Lui-même est en difficulté. Hein, et il est important, je pense, de soigner l'hôpital pour soigner les gens. Hein, c'est fondamental. Si on ne soigne pas l'hôpital, on ne soigne pas les gens. J'ai jamais vu un tuberculeux qui soignerait mieux et qui est en train de mourir, quelqu'un qui a une primo-infection qui va très bien, hein, par ailleurs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut des hôpitaux pour les hôpitaux. Monsieur voulait dire quelque chose. Je reviendrai un peu sur cette question de l'humanité. Je crois que quand on est dans cette position d'accompagner, parce que de soigner, je ne sais pas, mais au moins d'accompagner, je crois que ça a bien été montré dans votre film. C'est-à-dire que c'est une relation d'être humain à être humain. Et cette relation, elle ne se décrète pas, elle se construit. Moi, j'ai fait des entretiens avec un monsieur, il avait un problème de chauffe-eau électrique, j'ai fait l'entretien sous le chauffe-eau. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'était une prise de tête, son chauffe-eau. Je pouvais venir lui parler de quoi que ce soit, en attendant, ce qui l'intéressait, c'était son chauffe-eau. Mais par cet acte-là, c'est-à-dire que je me suis engagé dans quelque chose, comme vous le faites dans la danse, comme à un moment donné, dans les jardins, on le voit. Parce que le temps du sujet n'a rien à voir avec le temps social. Chacun d'entre nous, moi, il y a des matins, j'ai pas envie de me lever. C'est comme ça. Donc, si je suis obligé de me lever parce qu'il faut que j'aille bosser, mais quand j'ai pas envie, c'est pas mon temps à moi. Et je crois que c'est ce qu'on oublie tout de suite. Et la personne qui est en souffrance, parce que c'est de la souffrance, si on n'est pas là pour accueillir cette souffrance, mais l'accueillir au vrai sens du terme, c'est-à-dire respecter cette souffrance, accueillir son symptôme et le considérer comme un sujet, c'est-à-dire un alter ego. Il a sa souffrance, j'ai la mienne, mais moi j'essaie de me démerder avec la mienne. Roger, tu disais, on ne guérit pas. Non. Il faut soutenir l'autre pour qu'il puisse faire avec. Parce que c'est ce qu'on fait chacun d'entre nous. Sinon, on sait que l'autre, il nous fait chier. C'est ça. Ok, bien. Non, il y a une question par là. Oui, bonsoir. C'était juste une petite remarque par rapport à tout ce qui vient d'être dit sur le soin. C'est vrai que moi, ce qui m'a frappé pour le coup, c'est que j'ai pas du tout, alors très naïvement, je n'ai pas du tout entendu l'expression prendre soin. Oui. Et du coup, je me dis que, bon, alors si on administre des calmants, des médicaments, on opère,
voilà, on met en place des protocoles, mais si apparemment l'échange consiste à accueillir le symptôme, du coup, la personne qui reçoit, elle prend soin en fait. Et je trouve intéressant de peut-être réfléchir à ça, d'autant que prendre soin ou faire quelque chose avec soin, c'est le faire avec attention et c'est remettre la personne en face à toute son humanité. Voilà. Ah oui. Eh bien, merci. Sur ces belles paroles, on va peut-être se quitter. Non, il y a encore une question. Pardon. J'ai encore une réponse. Enfin, j'ai quelque chose à dire sur les fous. Je pense que ce sont les seuls dont on se souvient dans l'humanité. Hein, parce que, comme elle disait tout à l'heure, les artistes, ils ont tous quelque chose, mais on se souvient de Van Gogh, on se souvient de Chopin, on se souvient de Bach, on se souvient... Mais je ne sais pas si vous avez connu Roger Fleuret, mais c'est un peu... Non, mais on ne se souviendra pas de moi, et tant mieux. Parce que de toute façon, je fais partie du lot. Je ne suis pas assez fou. Merci beaucoup. Demain, on parle... Ah, non, pardon. Oui, mais je suis nul, je ne vois rien. Non, ça va. C'était juste pour revenir sur les résistances voilà, dont Philippe Borel a très bien parlé. Ce qui m'a un peu interpellée dans la question de Jean-Noël, c'est qu'est-ce que vous faites? C'est pas qu'est-ce que vous faites, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce que je trouve que ce que montre le film de Philippe Borel très bien, c'est que la pire des choses, c'est de laisser ça à des experts, comme on est en train d'essayer de nous le faire croire. Mais c'est la même chose pour le problème de la dette, c'est la même chose pour le problème économique où il paraît qu'on n'est absolument pas compétent et que donc c'est la même chose pour la construction européenne. Donc je veux dire la folie, ce qu'on essaie de nous impenser comme concept de santé mentale, qui est une aberration, c'est un problème politique. Donc c'est un problème politique, c'est un problème de citoyens. Et c'est pas un problème d'experts. Et donc surtout pas laisser la place, ne pas réduire ça. Alors forcément, comme ça évoque la maladie, on se dit qu'on n'est pas compétent. Mais si on l'est d'une certaine façon, parce que il y a plein de choses qui sont écrites. Il y a notamment le collectif des 39 qui a été initié par Roland Gori, qui fait des textes, on peut trouver ça sur Internet, et qui fait des textes complètement accessibles. Il y a quand même eu toute une bataille autour de pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de 3 ans, donc par rapport à un rapport à un ministère, mais ça c'est quand même une bataille qu'on a gagnée. Et c'est pas que les médecins qui l'ont gagnée, pas que les psychiatres, c'est la société civile qui l'a gagnée. Et il y a aussi le fait qu'on voit bien là, ce que je trouve que le film de Philippe montre aussi très bien, c'est toute la normalisation qu'on est en train de nous imposer. Or ça, chaque citoyen, dans son quotidien, il peut résister. Et c'est les exemples que donnait Philippe Borel, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire dans notre quotidien pour ne pas se laisser imposer cette société, c'est déjà un début de résistance. Et donc, chic, nous sommes tous fous. Ouais, Hélène, t'as raison. Demain, ce sera un peu plus léger. Si vous voulez venir, ça sera bien parce que c'est un fou très sympathique, très, très chouette. On va bien rigoler. Et ça s'appelle les folies ordinaires. Demain, on traite ça. On essayera de traiter ça. Merci, à demain. Oh,